Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien. Écoute, on vient, comme vous savez, de traverser la Nouveau-Brunswick avec beaucoup de neige. On est de retour à Laval, plein de choses qui se passent. Dans pas long, il y a le retour de notre brasserie locale, le Baron Mag, les insulaires qui ouvrent le brasserie dans pas long. On est bien content de ça. Bien sûr, on a lancé notre nouveau journal maritime. Puis, bien sûr, on fait encore, comme toujours, plein de nouveaux projets qui s'en viennent. Comme vous savez, Baron Mag continue à couvrir les événements. Comme vous voyez, on fait des séries sur les festivals. Puis, bien sûr, les tarifs s'en viennent, mais comme vous savez, pour l'instant, le monde est plus inquiet de savoir qu'est-ce qui se passe, plutôt que savoir comment ça va les affecter pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas mal savoir qu'est-ce qui s'en vient. Comme vous savez, on a une section, nous autres, pour la guerre tarifaire, où qu'est-ce qui se passe. Puis, bien sûr, comme vous savez tout le monde, on est en élection. Ça, j'espère que vous écoutez ça. Nous autres, on check chaque jour, quotidiennement, savoir s'il parle un peu de boisson ou quelque chose là-dessus. Puis, du moment qu'ils vont parler de boisson, on va bien sûr mettre ça sur le Baron Mag. Si vous avez des questions, leonardo@baronmag.com. Puis, comme toujours, abonnez-vous à Baron Mag. On a une section payante, bien sûr, à 10 $ par année, puis à 120 $ par année, dépendant de ce que vous avez besoin. Comme on se parlait au début, nous autres, on lance une section d'entrevues qu'on fait avec des festivals parce que, comme vous savez, nous autres, on est très intéressés à savoir qu'est-ce qui se passe depuis déjà 9 ans qu'on couvre les événements brassicoles au Québec, puis à l'Ontario, puis au Maritime. On voit ce circuit se développer de plus en plus. Comme vous savez, il y a de plus en plus de festivals qui deviennent des mini-festivals pour les brasseries. Il y a des festivals qui ferment, il y a des festivals qui changent, tout ça. Puis Drummond en bière, on connaissait longtemps parce que dans le temps, c'était vraiment un petit bébé de Michael, qui était l'ancien propriétaire de Buckhill, qui avait travaillé dans ce festival-là. Puis on avait tout le temps trouvé intéressant ce festival-là qui avait été lancé à Drummondville, une ville qui se développe beaucoup. Une ville que nous autres, on va assez souvent pour des événements. Puis on trouvait que c'était quelque chose d'intéressant comme festival. Puis bien sûr, avec la 7e édition, il y a des changements qui s'en viennent. Ils ont pris la tangente de faire un petit festival avec moins de brasseries qui fassent plus d'argent, bien sûr. Du monde, comprendre un petit peu ce qu'il y a en arrière de ça. Ils veulent garder ça un festival de 3 jours, accessible pour tout le monde. Puis bien sûr, avec ça, bien sûr, c'est le changement de paradis de grossir dans les festivals. Souvent, un festival veut avoir 20, 50, veut avoir plus de monde possible. Mais ce festival-là, son but à lui, c'est vraiment de rester un festival abordable pour tout le monde, que tout le monde soit content. Puis bien sûr, comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'en vient en 2025, puis bien sûr, dans le futur. Aujourd'hui, on fait une entrevue avec Éric Lauzon d'UM, qui est le président du festival. Il fait plein de choses en plus, man. Avant de parler avec lui, c'est comme, je sais pas comment il dort, parce qu'il est vraiment occupé. Puis, on va parler avec lui du festival, le 7e anniversaire qui s'en vient le 5, 6, 7 juin. Puis, bien sûr, on va voir qu'est-ce qui se passe avec eux autres, c'est quoi le futur de ça. Si vous avez des questions, leonardo@baronmag.com. Puis, bien sûr, ce podcast est commandité par Cake Management. L'été s'en vient, vous avez besoin de cake, c'est le temps de contacter Cake Management, que ce soit location ou achat. Puis aussi, Can Management, si vous avez besoin de canettes, c'est le temps de faire ça. Si vous avez besoin de canettes mobiles, contactez Can Management. Sur l'entrevue, c'est avec Éric Lauzon d'UM. Comment ça va? Ça va super bien, Leonardo. Merci de me recevoir. Excellent. Écoute, merci beaucoup. En fait, je suis content qu'on en a pu se rencontrer. Comme je disais au début, tu sais, le festival, c'est un festival qu'on connaissait de nom parce qu'on connaissait Michael, puis il avait travaillé au début de ce festival-là. Avant de voir le futur du festival, comment ça a été changé, peux-tu nous parler un petit peu du festival, puis c'est quoi la vision en arrière de ça? Oui. En fait, le Drummond en bière, je pense que c'est un acteur incontournable quand même des festivals brassicoles pour certaines raisons. D'abord, c'est un festival qui a été créé par Michael Dubockel à l'époque, par un brasseur pour les brasseurs. Fait que je pense que dans l'ADN du festival, il y a vraiment un volet où les brasseurs se sentent bien accueillis chez nous là, pour plusieurs raisons. Là. Depuis toujours, chez nous, il n'y a pas de système de jetons. Nos tarifs pour les brasseurs sont assez stables et fixes dans le temps aussi. Fait que ça leur permet
de profiter d'un festival qui est peut-être pas aussi gros que certains autres au Québec, parce qu'évidemment, il y a des gros joueurs dans le monde des festivals de bière, mais ce qui fait qu'on est capable d'avoir une qualité de brasseur qui vient, de microbrasseurs qui viennent à notre festival. Puis, je dis microbrasseur, mais pour moi, ça veut dire exposant. Là, on va y revenir tantôt, j'imagine, dans tes questions sur les types d'exposants qu'on a. Puis, ben, le Drummond en bière se veut, moi, depuis que j'ai pris la suite de Michael en 2019, ben, je pense que c'était déjà ça que c'était déjà ça que Michael avait instauré. Mais ce qu'on souhaite, nous, au Drummond en bière, c'est de créer comme un événement rassembleur familial. Moi, je l'imagine beaucoup comme un gros party de famille là, qu'on fait dans une cour arrière. Je suis un fan de festivals de bière en Europe. Donc, tu sais, ce volet rassembleur-là, chaleureux. Fait que pour l'exposant, il retrouve une vibe super le fun. Il peut venir à notre festival, même si on est peut-être un peu plus petit que d'autres joueurs parce qu'on a une tarification avantageuse pour lui. Puis, ben, pour notre festivalier, ben, il retrouve une ambiance vraiment conviviale. Puis ça lui donne le goût de revenir les 3 jours parce que, tu sais, des fois, c'est quand même un engagement de venir 3 jours pour un festivalier. Fait que ce qu'on souhaite, nous, c'est de mettre en place tout ce qu'il faut pour que le visiteur, ben, il se sente bien à tous les jours puis qu'il puisse revenir avec des gangs d'amis différentes ou avec les mêmes amis puis avoir du plaisir quand même. Est-ce que le festival, c'est un festival plus local, vraiment quelque chose de local, ou c'est vraiment quelque chose aussi très touristique pour Drummondville? Ben, c'est quand même touristique pour Drummondville. On a fait une étude d'achalandage il y a 2 ans déjà. Il y a 2 ans déjà. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'excursionnistes quand même qui venaient, là, je suis dans des termes plus spécifiques, mais des gens qui venaient de l'extérieur de Drummond pour notre festival. Ça nous a un peu surpris parce que, tu sais, des fois, on le voit pas. Là. Nous, à l'entrée, on ne demande pas. En fait, on a la provenance quand les gens achètent les billets sur Internet, là, mais c'est quand même intéressant la proportion de gens qui viennent. Est-ce que tu sais, dans ta question, est-ce que les gens vont venir coucher à Drummond parce qu'ils vont venir de 2-3 heures de route? Peut-être pas, là, parce qu'il y a quand même beaucoup de festivals de bière au Québec. Puis même si on se distingue à certains égards, je pense qu'au final, on peut trouver notre compte des fois dans un festival local parce qu'on a quand même une vision locale aussi. Là, on y reviendra tantôt. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient des municipalités environnantes de Montréal, Québec aussi, là, qui venaient pour notre festival. Puis quand on demande pourquoi, ben c'est pour la qualité des exposants. Là. Des fois, on a certaines raretés. Puis l'ambiance générale du festival que les gens apprécient. Puis je pense qu'on a un sain équilibre entre les spectacles, la qualité des brasseurs, puis et tout ça. Là, c'est un juste équilibre qui est difficile à trouver des fois, mais je pense que ça attire les gens d'un peu partout. Moi, la question, tu sais, je lisais un peu ton communiqué de presse au début quand on a lancé le communiqué de presse au Baromètre aussi. C'est le côté, tu sais, quand les festivals se développent beaucoup, qu'on se parlait au début, il y a beaucoup de changements qui s'en viennent. Tu sais, les festivals se questionnent beaucoup de ce qui se passe avec eux autres. Tu sais. Vous avez choisi de rester restreint dans les brasseries. Ça, c'est quand même intéressant. Beaucoup de festivals essaient de grossir le plus possible pour faire du cash flow plus intéressant, tu sais, en volume, tout ça. Mais en même temps, qu'est-ce que vous avez compris que les autres festivals ne comprennent pas de restreindre les brasseries qui sont là-dedans? Ben, c'est une bonne question. Tu sais, nous, je reviens encore sur l'ADN du festival qui a été fondé par un brasseur. Puis, tu sais, pour moi, Michael, c'est une super inspiration. Là. C'est un ami. Puis pour moi, c'est important que ce qu'il a créé se poursuive. Tu sais, si ça reste qu'on a un site qui nous permet d'accueillir un nombre maximal de visiteurs dans la configuration actuelle, on pourrait l'exploser, évidemment. Je pense que savoir grossir intelligemment, c'est un défi que bien des entreprises ont. Puis nous, on est une entreprise aussi en soi, là, tout ça. De se maintenir entre 25 et 30 exposants parce que notre festival est apprécié, fait qu'on va peut-être être un petit peu plus que 25 cette année parce qu'on a beaucoup de demandes depuis qu'on a sorti notre communiqué de presse. Mais de se maintenir entre 25 et 30, c'est le bel endroit pour que nos brasseurs reviennent avec des dépenses payées pour leur fin de semaine et peut-être et fort probablement de l'argent dans leur poche. Parce que souvent, les festivals de bière, c'est un centre de dépenses. Là, des fois, selon les endroits où les brasseurs vont aller, ils vont souvent investir ou revenir de leur fin de semaine even, mais ils ont du personnel qui s'est déplacé. Fait que, c'est non négligeable de dire que le staff d'une microbrasserie va passer 3 jours de plus dans sa semaine dans un festival. Quand ils recommencent à travailler le lundi, ben, peut-être qu'ils ont besoin d'un break lundi, mardi. Fait que là, ça change un peu les habitudes à la brasserie aussi. Donc, de revenir en disant, ben écoute, on a peut-être fait du profit ou à tout le moins, on a payé toutes nos dépenses. Ben, s'ils viennent de plus loin et qu'ils doivent coucher, ben pour nous, c'est important. Fait que, tu sais, d'avoir avec notre affluence qu'on a, 25-30, c'est pas mal ce qui fait que les brasseurs vont retrouver leur compte. Après ça, est-ce qu'on va doubler notre affluence au fil du temps? Dans 5 ans, on se reparlera, puis peut-être qu'on aura le double d'affluence. Bien là, j'aurai assurément plus de brasseurs. Mais je pense que de créer une rareté, c'est sain dans notre domaine.
Est-ce que vous voyez que les clients aiment ça, les amateurs de bière, de cette réalité-là? Parce que vous avez des brasseries, bien sûr, mais vous avez des affaires comme un peu comme la distillerie aussi. Vous avez du monde comme Hero qui s'en vient là-bas. C'est une gang qu'on avait discuté il y a très longtemps. Tu sais. Vous avez un bon feedback entre la microbrasserie et la boisson. Tu sais. C'est Ouais. comment vous faites le mélange de ça? Est-ce que les gens apprécient ça? Ben, ce mélange-là est important parce que, tu sais, on est un festival de bière, puis des fois, s'appeler Drummond en bière pourrait porter à confusion, mais ça reste que les habitudes de consommation des consommateurs évoluent au fil du temps. La bière restera toujours le centre du Drummond en bière. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quelqu'un, un passionné de bière qui vient avec sa conjointe ou ses amis, ça se peut qu'eux, ils consomment moins de bière ou pas de bière du tout. Donc, il faut s'assurer, nous, qu'il y a une offre complémentaire de produits pour que tout le monde y trouve son compte. Donc, d'avoir cet équilibre-là entre les microbrasseurs, les distilleries, les vins, les cidreries, là, peu importe les produits. Tu sais, nous, on dit microbrasseurs, mais en fait, on englobe tout ça là, quand on dit 25 à 30. Ben, c'est super important parce que le consommateur, des fois, il a besoin d'une pause de bière. Il a besoin de trouver quelque chose d'autre. Puis, on a tellement des beaux produits au Québec à boire et à manger. Là. On reviendra peut-être sur le volet agroalimentaire tantôt, là, mais on a tellement des beaux produits au Québec à découvrir que je pense que c'est hyper important d'évoluer là-dedans là, puis de s'assurer qu'on a une offre qui est diversifiée. Tu sais, il y a quelque chose que moi, maintenant, ça fait comme tout notre 7e festival qu'on fait d'entrevues avec ça et des événements. Puis une affaire qu'on appelait de plus en plus, c'est le data. C'est la mise en place c'est avoir du data dans des festivals. Est-ce que vous commencez de plus en plus à trouver le data de vente? Tout ça, je sais que vous c'est pas des coupons. On peut acheter en ligne, ça fait comme ça, mais comment ça fonctionne les autres? À long terme, c'est pour le data, pas seulement pour les brasseurs, savoir qu'est-ce qu'ils vendent dans le festival, aussi pour les commanditaires, puis pour la ville, comprendre un peu plus le monde qui vont là-bas. Tu sais. Est-ce que de plus en plus, vous pensez à long terme de mettre en place aller chercher de data important pour la programmation? Oui, mais le data est super important. Nous, on l'a à un certain niveau. Ça veut dire qu'on travaille fort pour l'avoir. Ben, lorsque le consommateur, on est plus du niveau consommateur versus notre festival, et un peu moins sur où il a acheté. J'y reviens après. Là. Entre autres, sur notre data pour le festival est super importante. On collecte des données lors de l'achat de billets pour savoir la provenance. Tu posais la question tantôt. Pour nous, la provenance est super importante. On ne veut pas revendre les données, rien, là, mais pour nous, c'est important de savoir d'où les gens viennent. Aux 2 ou 3 ans, on fait une vraie étude d'achalandage par une firme marketing pour d'abord répondre à des critères du ministère du Tourisme, là, parce qu'on est subventionné par le ministère du Tourisme et ils demandent cette étude-là. Mais nous, ça nous donne du data sur est-ce que les gens ont couché, combien ils sont venus en groupe de combien ils viennent, d'où, etc. Fait que, quand on parle de commanditaires et de lien avec la ville, ben nous, ça nous permet de dire, ben écoutez, à Drummond, nous, on génère de l'affluence, on remplit les restaurants au centre-ville par des gens qui seraient peut-être même pas à Drummond si on n'avait pas notre festival. Fait que nous, cette data-là est super importante. Suite au festival, on a commencé à envoyer un sondage aux participants aussi qui ont acheté leurs billets en ligne. Okay. Pour nous, c'est hyper important d'avoir ce feedback-là. C'est un questionnaire qui est évolutif. Là. On s'assure de répondre de plus en plus à nos questions. Fait que, là, justement, tu viens de susciter quelque chose sur les habitudes de consommation que je vais peut-être ajouter à mon questionnaire d'ailleurs. Mais c'est important pour nous de savoir comment ils ont trouvé la programmation musicale, l'ambiance sur le site, est-ce que la diversité des exposants est assez importante, etc. Puis si on ne collecte pas ces données-là, mais on ne peut pas, à mon avis, demeurer pertinent. Des fois, ça fait remettre en question. Si on travaille fort dans notre bulle toute une année pour créer la meilleure programmation possible, en tout cas, celle qu'on croit, ça se peut qu'on se trompe. On est un groupe de 7, 8, 10 personnes qui vont graviter autour de l'événement, puis ça se peut qu'on se trompe, puis c'est important d'être capable de le mesurer puis de se le faire dire. Puis, surtout, ce qui va nous démarquer comme organisation, c'est de s'adapter l'année suivante. Fait que cette donnée-là est hyper importante. Puis après ça, on envoie aussi un sondage de satisfaction aux brasseurs. Donc là, peut-être que justement aussi dans celui-là, je vais ajouter des questions sur les types de produits qui ont le plus vendu pour justement collecter cette donnée-là. Mais pour nous, la satisfaction, puis ce qui fait notre force aussi au Drummond en bière, c'est que quand les exposants partent, sont satisfaits de l'accueil qu'on a fait, sont satisfaits des ventes, sont satisfaits du début à la fin. Pour nous, ça, c'est hyper important. Fait qu'on mesure un petit peu plus cette donnée-là, mais je pense que d'ajouter aussi des questions sur les habitudes de consommation, c'est un commentaire pertinent. Oui, parce que nous autres, on parle beaucoup avec les festivals, puis les conventions, les trade shows, tout ça. En fait, le Canada, ça, c'est quelque chose que le monde veut de plus en plus. Comme vous savez, c'est difficile de voir ce que le consommateur il veut, puis
amener des bières qui ne se vendent pas, puis dans un festival de 3 jours, comme tu dis, c'est assez cher, tout ça, c'est important de savoir ça. Vous autres, côté exposant, comme on se parlait, vous avez le côté bière, bien sûr, la boisson, les prêts à boire, sans alcool, tout ce qui se passe là-dedans. Le côté, vous avez le côté bouffe aussi qui est intéressant. Est-ce que vous nous parler un petit peu ce que c'est les exposants côté bouffe? Est-ce que c'est des exposants côté très Drummondville ou c'est du monde d'un peu partout ou c'est vraiment le côté, qu'est-ce qui se passe dans votre région? C'est un peu des deux. On a cet esprit-là local, on l'a, même quand on choisit nos brasseurs, au début, on regarde dans un rayon de Drummondville d'à peu près 80-100 km pour regarder ce qui se fait autour en premier. Même si des fois, ça va nous emmener des plus petits brasseurs, des brasseurs peut-être inconnus, ça nous prend un certain équilibre. Je pense qu'il faut avoir des noms importants quand même dans le monde brassicole, mais de mettre en valeur d'autres types d'exposants, c'est important. Ça se reflète aussi au niveau de l'offre alimentaire. Moi, à la base, je suis quelqu'un qui adore déguster. C'est pour ça mon intérêt pour un festival de bière. Là, le format dégustation m'intéresse. Puis on s'est assuré de refléter ça aussi dans notre offre alimentaire. Donc, au niveau des exposants bouffe en soi, on a deux types d'offres alimentaires. On a tout ce qui va être restauration, donc food truck ou chapiteau, mais qui va servir des repas complets. Puis on a aussi le volet producteurs agroalimentaires qui vont servir des trucs plus en format dégustatif. Okay. Qui va s'approcher un petit peu plus des microbrasseries là, dans l'esprit. Au niveau de l'offre alimentaire, là, on est allé pratiquement que local cette année. Est-ce que c'est un souhait à long terme? Oui, non. Je pense que là, on a la chance d'avoir une offre locale fort intéressante. Exemple, on a une poutine. Ce qu'on voit souvent dans les festivals, c'est des fois qu'il y a de la facilité de servir du fast-food, là, puis c'est pas un jugement, là, c'est que des fois, c'est facile d'avoir des camions de poutine. On peut en avoir 10 demain matin, puis ils vont tous dire oui. Nous, dans notre cas, on a choisi d'en avoir uniquement un qui offre de la poutine, là, qui est le Giuseppe à Drummondville, qui est un peu l'inventeur de la poutine, mais là, les gens de Victo, tirez-moi pas des roches. Ouais, puis qui nous a pas aussi. Je ne partirai pas le débat, là, je vais laisser Laurent gérer ça, mais donc, on a aussi Stéphorno qui offre de la pizza au four à bois. Pour nous, je trouve que c'est super le fun. On va avoir Marché MX cette année, qui est une épicerie mexicaine fine qu'on a au centre-ville de Drummond, qui va faire des tacos, etc. On a l'Aubier, qui est un microbrasseur local, mais qui a aussi un restaurant. Je ne sais pas si tu as déjà eu la chance je suis allé, j'ai essayé d'aller, mais c'était fermé avant-hier, le samedi passé. Bon, on se prévoira un rendez-vous à midi ensemble, tu m'appelleras. Mais l'Aubier, qui est un brasseur local, mais qui a un service de restauration, donc eux vont être plus en smoke, plus quelque chose de grillade là, dans cette thématique-là. Puis, au niveau du dessert, ça, par exemple, on n'est pas local, on va avoir des queues de castor, mais là, ça fit vraiment bien avec la bière. Donc, on avait la chance d'avoir des producteurs locaux au niveau de la restauration qui nous permettaient d'avoir une belle diversité. Pour nous, à la base, c'est ça. On veut que le festivalier ait un renouvellement. Ça fait quelques années qu'on a la poutine du Giuseppe, mais des fois, c'est un incontournable aussi. Il faut aussi savoir reconnaître nos incontournables, mais d'avoir quelque chose de plus raffiné, puis qui, encore une fois, fait que le festivalier va avoir une offre différente pendant les 3 jours. En ce moment, l'offre locale nous permettait de le faire. Puis au niveau agroalimentaire, on est un peu local quand même parce qu'on est dans la région avec les fromages de Béatrice qui nous a fait l'année dernière. Puis j'espère que tu pourras venir cette année, mais des beaux plateaux de fromage et charcuterie. Donc, en ce moment, elle est au marché public à Drummondville. L'année passée, ça a été hyper apprécié. Fait que tu as vraiment une belle dégustation de fromage québécois uniquement. Fait que ça, c'est super le fun. C'est en plein dans l'essence du festival. Puis après ça, on a 2 types de sauces piquantes, le frère de feu et la nymphe, qui viennent faire déguster des produits. Puis Jasmin, frère de feu, va animer un concours d'ailes piquantes aussi sur le stage. Fait que on met encore là en lien des producteurs locaux en valeur. Puis on va avoir l'Effet Bœuf, qui est une boucherie locale à Saint-Robert, dans la région de Sorel. Ils sont aussi présents au Festival de Sorel, entre autres, qui vont faire déguster leurs produits de bœuf. Là. Donc, l'année dernière, était plus en restauration, cette année en agroalimentaire. Donc, on va pouvoir déguster des produits différents avec eux. Puis celui-là, on a encore des demandes qui sont sur la table. On verra combien on en accepte pour garder notre sain équilibre aussi, pour que tout le monde y trouve son compte. Mais d'être local cette année, je trouve que ça nous a bien joué. Là. Ça nous permet vraiment d'être intéressant au niveau de notre offre. Est-ce que vous faites des événements en soirée? C'est parce que vous avez quand même 3 jours. Les amateurs de bière, ils aiment ça tout le temps. C'est faire quelque chose en soirée. Est-ce qu'il y avait des places que vous faites des événements, disons, aux bières, à Drummondville, que vous allez là-bas? Est-ce qu'il y a une soirée après le festival? On travaille là-dessus. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il nous reste des détails à peaufiner.
Mais on doit fermer notre site à 11 heures. Là, c'est un règlement municipal, donc puis c'est correct pour les gens autour. Dans notre cas, on a une offre musicale, là, fait on veut pas déranger, on veut être un bon citoyen aussi. Mais ce que je souhaite développer, c'est un after officiel, là, un après Drummond en bière officiel. Là où ce sera, j'ai quelques options, mais je vais mettre des gens de mon comité là-dessus pour que les gens puissent se déplacer par la suite. Puis s'ils veulent veiller tard, puis ce qui est beau dans notre festival, c'est que les gens marche droit après notre festival. Là. Je le dis souvent à rien parce qu'on est un festival de bière, puis les gens s'attendent des fois à ce que tout le monde finisse en état d'ébriété avancé, mais c'est pas notre cas là, en général. Mais il y en a quelques-uns qui veulent être festifs, puis je pense que c'est pas notre mission à nous de rendre les gens festifs ou de rendre les gens à un niveau d'alcoolémie trop élevé. Fait que d'avoir un après officiel, ça sera c'est en travail en ce moment. Excellent. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup pour votre programmation, c'est que vous avez une programmation très diversifiée musicalement. C'est que vous avez quand même du monde de la musique qui commence de 7 heures, puis il y a 3-4 bandes par jour, tout ça. Qui est le chef de la programmation là-dessus? J'ai Janie dans mon équipe Janie a été impliquée beaucoup dans le monde événementiel au fil du temps, puis son vrai travail est dans le monde événementiel, puis elle connaît beaucoup les programmations musicales. Fait que, dans le fond, moi, c'est mon allié depuis que je l'ai emmené au Drummond en bière, c'est Janie Fontaine, exceptionnelle. Puis on s'est posé la question parce que le volet en arrière des festivals, c'est les coûts de production, là, parce que c'est un défi dans les dernières années de comment on peut faire un festival d'envergure avec les partenaires qu'on a, puis pas perdre de l'argent. Là. Puis ça, c'est dans tous les types de festivals au Québec. En ce moment, il y a des questions importantes qui se posent. Puis on s'est beaucoup demandé au fil du temps, est-ce que la musique est hyper importante au Drummond en bière? Parce qu'il y a des festivals de bière qui ont presque pas de programmation musicale. Il y en a qui ont des grosses programmations musicales parce qu'ils peuvent se le permettre. Puis au Drummond en bière, au fil du temps, des fois, on s'est promené entre OK, on paye des artistes vraiment chers ou on paye des bands vraiment juste d'ambiance ou de nostalgie, là, des hommages là, qui pognent beaucoup, dans notre cas. Et là, je pense qu'on a trouvé notre bel équilibre cette année avec, nous, dans le fond, dès le début de la soirée, il y a de la musique qui part, mais pas de la grosse musique qui t'empêche de parler. Le but, encore une fois, de notre festival, si je reviens dans mon esprit de départ de gros party de famille, il faut que tu t'entendes parler à un certain moment dans ton party de famille. Il faut que tu viennes réseauter, il faut que tu viennes jaser avec tes amis, tes collègues. Fait qu'on commence tout le temps avec des chansonniers qui vont créer une ambiance, puis on a remarqué au fil du temps que c'était mieux que juste un DJ dans notre cas, parce que de voir la personne sur stage, etc., puis il peut avoir un retour, le fun aussi, d'un alignement de la personne qui est sur le stage. OK, ce style de musique-là, clairement, ça dérange les gens, je vais juste changer un peu mon style. Puis après ça, on part en soirée à partir de 7h, 7h30, avec là plus des bands d'envergure, un peu d'importance, qui là vont peut-être être plus bruyants. Mais de la façon que notre site est fait actuellement, puis on essaie de trouver aussi l'équilibre avec ça, c'est que tu peux regarder le spectacle d'à peu près n'importe où ou l'entendre d'à peu près n'importe où. Ce que ça fait, c'est qu'on ne déserte pas les brasseurs pour aller voir le spectacle. Moi, c'était un enjeu que j'avais, c'est-à-dire, si on crée un espace spectacle sur le côté, là, qu'est-ce qui va arriver des brasseurs pendant la soirée? Est-ce qu'ils vont continuer de servir de la bière? Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer de jaser avec... parce que, tu sais, quand tu prends ta bière dans une microbrasserie ou autre type, là, tu as le goût en tout cas dans mon cas, j'ai le goût de savoir c'est quoi l'origine de la bière, c'est quel type de bière, pourquoi elle a été créée, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Fait que notre musique ne sera jamais... on n'a pas le kit de son le plus puissant du monde volontairement pour s'assurer que les discussions puissent continuer d'émaner. Mais cette année, on a des shows d'envergure, puis on va dans tous les types de spectacles pour s'assurer, parce que notre clientèle est diversifiée. Là. Notre analyse dit que notre noyau est de 25 à 40 ans, mais on a beaucoup quand même de 40 à 70. Là. Donc, on s'assure d'avoir une saine représentativité aussi au niveau de la musique. Si on commence avec jeudi, on avait un esprit local. On a une soirée complètement drummondvilloise le jeudi, avec des bands quand même importants et connus à Drummondville. Puis après ça, le vendredi, c'est quand même une grosse soirée. Et là, on a investi un peu plus en termes de dollars sur notre soirée du vendredi. Puis le samedi, on a quand même la référence au Québec en termes de festival, là, Éric Masson qui va être avec nous. C'est une deuxième année, mais Éric Masson, c'est pour nous un incontournable dans notre type de festival. Est-ce que cette année, vous avez les respectables?
Oui, mais en fait, oui, ben écoute, je peux te faire la programmation, je ne voulais pas Ouais, j'ai annoncer, vu ça, puis j'étais comme, est-ce que mais cette non, mais année, ça c'est me le fait plaisir spectacle? de la partager. En fait, le vendredi, on commence avec Berrio, qui est un artiste local, Mel Martin et son band, qui est une animatrice radio, entre autres, locale, mais qui fait de la musique depuis toujours. D'ailleurs, elle est venue au secondaire avec moi, fait que c'est toujours le fun d'avoir sur le stage dans mon événement. Ensuite, on a Gueule de Bois, qui est un groupe drummondvillois qui est en pleine émergence, là, qui est vraiment cool, les rassembleurs surtout. C'est ça qui est le fun, c'est toujours rassembleur. Puis on a des gens analogues après qui ferment la soirée. Fait que là, on est vraiment dans un beat, le fun local. Le vendredi, ben, tantôt, ben, on a Guillaume Beaulac qui parle la soirée, qui est déjà venu à notre festival. Puis on sait qu'il va mettre l'ambiance, il va trouver l'ambiance parfaite pour notre début de soirée. Ensuite, on a un hommage à Bob Bissonnette, qui est toujours le fun aussi. Et là, on a Horloge Simard et Les Respectables après. Fait que là, vraiment, on est dans deux styles un peu différents, mais c'est voulu, tu sais, c'est ça la beauté d'un festival, c'est que tu peux apprendre à découvrir. Fait que la clientèle étant pas pareille pour les deux groupes, mais ils vont pouvoir découvrir l'autre. Puis on a le goût Horloge Simard qui est de la nouveauté depuis quelques années, mais qui va vraiment bien avec les festivals de bière. Puis Les Respectables qui va venir chercher le côté nostalgique, là. En tout cas, dans mon cas, là, ça Je vient. vois beaucoup de monde qui vont là-bas, c'est sûr que oui, ça c'est sûr. Ben, tu sais, pour vrai, nous, on était vraiment fiers d'avoir cette programmation-là du vendredi parce que, tu sais, les respectables, je veux dire, t'as pas le choix d'avoir le goût de chanter quand tu les écoutes. Puis Horloge Chimard aussi, là, il y a des, mettons Bob, Horloge, puis les respectables, c'est sûr que les gens vont manquer de voix à la fin de la soirée, là. Même si tu connais pas d'emblée, si tu dis, ah, qu'est-ce qu'il fait Horloge Chimard, après 5 minutes, c'est sûr que tu vas dire, ben, OK, tout le monde va chanter à pleine voix, c'est sûr. Puis le samedi, ben, on commence avec Les Veilles tard, qui est un duo. On a King Melrose qui est vraiment, vraiment intéressant. Puis Éric Masson, après ça, débute la soirée un peu avant 21h. Là. En théorie, c'est 21h à 11h, mais je pense qu'il va nous faire un 8 à 11 parce qu'Éric n'est pas arrêtable. Puis lui aussi, il va encore une fois dans des types de chansons que tu as le goût de chanter en même temps. Fait que l'esprit rassembleur, je suis tannant, je vais le ramener souvent, mais l'esprit rassembleur du roman en bière, c'est ça, c'est d'avoir aussi de la musique qui va être d'une part, des fois, juste en background parce que tu veux être avec tes amis, c'est de trouver cet équilibre-là. En background, tu veux être avec tes amis, tu parles, mais après, tu vas avoir le goût de chanter avec tes amis. Ça, c'est vraiment ça qu'on cherche à créer. Il y a une affaire que j'ai beaucoup aimé de votre festival. Je ne sais pas si cette année vous le faites, vous autres. Vous avez une affaire qui s'appelle le dépanneur. Oui. Il y a le dépanneur, c'était au profit de la table populaire puis au comptoir alimentaire de Drummond. Est-ce que ça existe encore cette année? Oui, effectivement. Cette année, c'est la tablée populaire uniquement qui va le faire. C'est en collaboration même avec une compagnie de conteneurs mobiles. Okay. Ça, c'est vraiment le fun parce que, dans le fond, eux, ils viennent appuyer les deux fondations et ils viennent prêter leur installation ou leur font un très bon prix là, pour pouvoir offrir ce service-là. Puis, dans le fond, c'est nous, à l'époque, il y a un besoin parce que notre festival se veut familial. C'est bizarre pour un festival de bière, les gens diront, mais pour nous, c'est important le volet familial. Donc, on a une zone de jeux gonflables hyper grande, bien faite. Là, les parents adorent notre setup. Mais pour bien répondre à cette offre-là, on doit avoir une offre aussi de produits qui vont répondre aux enfants. C'est-à-dire qu'on doit avoir de la barbe à papa, des popsicles, des Mr. Freeze, des chips, etc. Puis au fil du temps, on se demandait tout le temps comment le faire. Puis on voulait le gérer, on l'a géré nous-mêmes à certains moments, on voulait continuer de le faire, mais c'est quand même beaucoup de travail dans un monde où on est beaucoup impliqué bénévolement. Donc, l'idée qu'on a eue l'année dernière, c'est de dire, ben écoute, on a des belles organisations, puis je pense que nous, le lien avec la communauté est vraiment important là, à Drummond. En tout cas, pour nous, c'est hyper important de mettre en valeur les organismes. On s'est dit, ben pourquoi on leur donnerait pas la chance de pouvoir opérer ce kiosque-là dépanneur et de garder évidemment tous les profits. Donc, nous, on leur charge rien. Mm-hmm. Le fait qu'il y a le conteneur, c'est nous qui l'avons payé l'année dernière, il y a 3 ans. C'était la fondation des voltigeurs du Cégep de Drummondville qui faisait le même principe et on avait payé à ce moment-là, nous, le conteneur mobile. Fait que nous, c'était notre don à la communauté. L'année dernière, le comptoir alimentaire a créé un partenariat avec les conteneurs mobiles. Donc, c'est vraiment le fun parce qu'ils vont d'une part, c'est du rayonnement pour eux, de se faire mettre en lumière. C'est important de voir que ces organismes-là à Drummondville et ça leur permet de garder les profits, évidemment, au bout de la ligne.
Et en plus, ben, ils ont déjà, dans le cas du comptoir, la tablée l'année dernière, ben, c'est un lien qui est naturel aussi parce qu'ils ont déjà des produits. C'est peut-être plus facile pour eux de commander des produits. Ils ont des partenariats avec des fournisseurs locaux qui leur permettent d'offrir des produits. Donc, si on peut redonner à la communauté de cette façon-là, pour nous, en tout cas, on en est très fiers. Excellent. Une affaire que je parle avec les festivals tout le temps, c'est le côté, tu sais, comme tu sais, les festivals, c'est de plus en plus coûtent plus cher à les développer, tout ça. Là, il manque de staff, tout ça. Aussi, le fait le circuit commence à de plus en plus être plus petit, plus grand, dépendant de ce que vous êtes. Est-ce qu'il existe entre vous autres, les festivals, entre vous autres, à un moment donné, est-ce que vous commencez à penser au futur, disant, il faut qu'on travaille ensemble, tous les festivals de bière à travers le Québec, un peu comme les festivals de musique? Il existe des comme ça. Est-ce que vous pensez à long terme que les festivals devraient se mettre ensemble pour un circuit de vente de billets, un circuit de location des exposants, tout ça? C'est comme un peu comme en Europe qu'on fait, c'est qu'on on peut acheter des billets pour 2 ou 5 festivals à travers le Québec, à travers l'Europe, disons. Ou ici, à long terme, dans 5-6 ans, vous pensez qu'il va falloir mettre en place quelque chose pour se rassembler ensemble, pour travailler mieux les mini-festivals, les gros festivals, tout le monde ensemble? Ben, c'est une bonne observation. Je pense qu'on le fait pas assez. Moi, je viens d'un monde, dans la vie, je travaille dans une école privée. On a une fédération qui nous met en lien entre écoles privées pour justement partager des bonnes pratiques ou travailler ensemble. Puis à la Chambre de commerce, aussi à titre de président, ben, j'ai souvent l'occasion de mettre des entrepreneurs en relation pour travailler en collaboration. Donc, pour moi, c'est un aspect qui est hyper important, que ce soit entre festivals de bière ou entre festivals locaux. Il y a les deux volets qui pourraient être utilisés. Je pense que ce serait des plus pertinents, mais je ne sens pas encore qu'on a travaillé beaucoup ce dossier-là. Je pense qu'on fait nos choses un peu séparées, puis on collabore quand même. En tout cas, de mon côté, j'envoie des billets à d'autres brasseurs, à d'autres festivals de bière, des festivals de bière qui nous envoient des billets aussi pour, évidemment, partager. Ça nous permet de partager des bonnes pratiques, puis on n'est pas en compétition. Je pense qu'on est j'aime le terme compétition. Tu sais, des fois, on est juste assez loin pour se dire qu'on ne se vole pas d'affluence, assez loin géographiquement et en termes de date pour se dire qu'on ne se vole pas d'affluence. Puis je pense que c'est important aussi de voir les bonnes pratiques d'un et l'autre, mais je pense qu'on aurait tendance, évidemment, à se regrouper dans la mesure où c'est possible pour justement des fois négocier avec des fournisseurs puis avoir un plus gros volume. Bon, tu mentionnais la billetterie, si chacun fait affaire avec une billetterie différente ou la même, mais là, d'arriver avec un noyau d'achat plus grand, mais peut-être qu'on peut diminuer nos frais de billetterie, peut-être qu'on peut, puis les ressources humaines, dans notre cas, on est une organisation presque entièrement bénévole. Dans le fond, de partager des fois, d'avoir des ressources. Quand moi, j'engage notre coordonnatrice du festival, ben, elle n'est pas occupée temps plein, donc évidemment, elle a d'autres emplois. Est-ce qu'un jour, on peut rêver d'avoir une coordination commune, puis on se partage des gens qui fait qu'on peut faire travailler quelqu'un temps plein, mais qu'elle se concentre uniquement sur le volet brassicole? Évidemment, ça vient avec des défis, là, parce qu'on veut avoir des festivals qui se distinguent quand même au fil du temps. On a des conseils d'administration qui sont différents aussi, mais en tout cas, dans mon cas, c'est mon esprit de collaboration fait que j'aimerais évidemment voir ça peut-être un jour naître. En tout cas, à tout le moins, peut-être des discussions plus régulières entre festivals du même genre. Qu'est-ce que tu vois dans Drummond-Bière en 5 ans? C'est quoi ton but dans 5 ans? C'est sûr que ça change beaucoup. Il y a maintenant avec les coûts, les tarifs, tout ça, il y a des brasseries qui ferment, tout le kit, les compagnies de sites qui ferment, il y a une ouverture du marché, tout ça. Qu'est-ce que tu vois, toi, en 5 ans dans le marché? Où tu aimerais ça avoir de Drummond-Bière? Bien, la première réponse va être plate, mais je souhaite voir le Drummond en bière encore là. C'est-à-dire que tu l'as nommé, il y a des défis actuellement dans la recherche de partenaires. Puis dans le contexte, dans notre cas, Drummond, la MRC Drummond est une des régions les plus touchées par les tarifs. On fait partie malheureusement du top 3 au Québec. Donc, inévitablement, je pense que ça pourra se refléter dans les partenariats qu'on a au fil du temps parce que les entreprises vont avoir des défis. Donc, en premier, je souhaite que Drummond en bière soit là parce que je crois beaucoup à sa pertinence. Je souhaite qu'on fasse partie de l'écosystème Drummondvillois encore, Drummondvillois étant la MRC dans notre cas, là, mais qu'on soit encore là de façon plus forte. Je rêve d'un deuxième événement dans l'année. Ben, parce que, dans tout ce qui est pérennité d'un événement, ben, il faut, tout passe par la permanence. Les conseils d'administration
habituellement, il y a une rotation de membres du conseil d'administration, ce qui est normal, mais la permanence, elle, c'est celle qui reste et qui permet de livrer ton festival. Tu sais, moi, dans mon cas, Amélie, qui est ma coordonnatrice du festival, est exceptionnelle. Mais tu sais, comme je disais tantôt, on est un petit festival qui ne demande pas 1820 heures de travail par année, tu sais, un temps plein. Mais si j'avais un autre événement hivernal qui est brassicole ou autre, un marché de Noël, qui sait, ben, tu sais, là, peut-être que je pourrais me payer une permanence à l'année puis m'assurer de la pérennité du festival. Donc, je vois plusieurs événements pour le Drummond en bière. Il y a un potentiel incroyable. Tu sais, on parlait du centre Expo Promutuelle Assurance tantôt. Parce qu'on tient beaucoup d'événements à Drummondville, ben, peut-être qu'on peut animer des fois des choses pendant des événements, faire vivre notre festival toute l'année. Mais pour ça, ça prend des ressources. Puis je vois le Drummond en bière continue d'évoluer en termes d'offres. Je vois encore plus l'offre agroalimentaire prendre plus d'affluence. Pour moi, la nourriture et la bière et autres produits à boire, je réitère que ça veut tout dire dans mon cas, là, ben, pour moi, on vient au Drummond en bière pour déguster, découvrir. Tu parlais d'accessibilité tantôt, on a fait le choix de rester à 27 $ pour les 3 jours. C'est un peu audacieux dans le contexte où ça coûte cher produire un festival, dans le contexte où j'ai doublé ma valeur de programmation musicale, mais je souhaite que notre festival demeure accessible, peut-être un jour même gratuit, mais qu'on payera le verre. C'est un modèle qui est différent dans d'autres festivals, là, qu'on fait juste payer le verre, mais dans notre cas, notre setup au parc Woodyard fait que je ne peux pas avoir 10 000 visiteurs non plus. Fait que si j'ai trop de monde, je perds l'essence de mon festival pour les brasseurs aussi. Mais je souhaite qu'on grossisse intelligemment. Là, je suis long dans mon explication. Mais tu sais, on parlait de croissance tantôt. C'est délicat, gérer une croissance. Il faut savoir la gérer intelligemment. Mais tu sais, moi, je vois une capacité de doubler facilement le nombre de visiteurs en bière. Mais ça demandera de réfléchir sur à quel endroit on le fait dans la ville. Est-ce qu'on reste dans ce parc-là? Parce qu'actuellement, on a des limitations autour de 4 000 visiteurs dans la façon qu'on fait notre festival. Mais tu sais, si on a 8-10 000 festivaliers parce qu'on a la meilleure offre agroalimentaire à boire et à manger au Québec, ben, on est capable d'y arriver. Mais ça, il faut y aller seulement. Fait que dans 5 ans, je vois un festival de 8 à 10 000 visiteurs à tous les jours avec une animation du centre-ville qui viendra avec. T'sais, notre souhait, c'est de faire vivre notre centre-ville aussi, qui est déjà dynamique, mais d'apporter encore plus de monde à Drummond. Je veux qu'on devienne un incontournable dans le monde brassicole. En ce moment, les brasseurs et les exposants veulent revenir, mais je souhaite qu'on continue de l'être. Bien, excellent. Écoute, Éric, merci encore pour ton temps. Bien hâte d'aller vous visiter. Comme je dis, je viens d'arriver du site d'Événements de Drummondville. Puis c'est une ville qui, tranquillement, pas tranquillement, ça grossit depuis longtemps déjà, cette ville-là. Puis en plus, qu'on voit beaucoup d'usines, de compagnies qui sont là-bas. Je connais beaucoup de monde qui sont allés déménager dans Drummondville parce que c'est place de Québec, place de partout. C'est quand même c'est un coin central au Québec. Ça, encore, félicitations pour le festival. Puis bien sûr, j'ai vu tout le monde aller au la 7e édition qui est du 5 au 6 et 7 juin, qui s'en vient. Si vous voulez acheter vos billets en pré-vente, après les préventes, c'est combien le billet après ça, le passeport? Hey, c'est une bonne question. On est beaucoup plus cher. C'est le fun que tu m'en parles, mais j'ai un petit blanc. En ce moment, on a 25 % de rabais. Je pense qu'on est autour de 37 $ par la suite. Donc, l'acheter en pré-vente à 27, c'est évidemment, ça vaut vraiment la peine de faire l'achat. Excellent. Mais écoute, Éric, merci beaucoup pour ton temps. Bien hâte d'aller te visiter, tout ça. Puis bien sûr, j'invite tout le monde, comme j'avais dit, je vais mettre l'information pour la prévente, pour le kit, pour les billets. Même si c'est 36 $, c'est un bon prix pour les jours qui vont être là-bas. Puis bien sûr, c'est un festival qui va aider les festivaliers puis les brasseurs à continuer leur travail, tout ça. Merci beaucoup, Éric. Bien, ça fait plaisir. Puis assurément qu'on se revoit au Drummond en bière. Je réserve ton temps à l'agenda. Je te ferai une belle tournée de notre site. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Éric pour avoir pris son temps pour parler avec nous autres du festival. Comme je disais à tout le monde, allez visiter ça. Si vous avez des questions, leonardo@baronmac.com. Toujours, Baron est ici pour parler avec vous autres. Si vous êtes un festival, si vous êtes un événement alimentaire ou brassicole ou de boissons, contactez-nous. On aimerait ça faire une entrevue avec vous autres. On a 6 entrevues à venir avec des festivals. Ça va être intéressant, bien sûr. Comme je disais, abonnez-vous à notre infolette parce que notre infolette de plus en plus grossit. Bien sûr, on a des rabais qui s'en viennent. On travaille beaucoup avec des bracelets et d'autres équipements qui s'en viennent pour ça. Merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine.